Salut tout le monde, j'avance un peu cet octogone, en fait j'en ferai un autre peu de temps après, ça sera plus régulier, plus intense. Là en l'occurrence parce que je vais voyager et qu'on n'arrête pas l'information. Alors je l'ouvre sur le fait que la Russie a formellement accusé l'Ukraine et Washington d'avoir organisé les attentats de Moscou, ou en tout cas d'y être lié. Donc par rapport au précédent octogone où je disais que c'était tout à fait plausible que la CIA fût impliquée, indépendamment de ce que je pense, c'est ce que la Russie vient de porter comme accusation. Là aussi, faites-vous votre propre opinion. Mais on peut parler d'une escalade d'une façon générale, hein, et ça va être malheureusement le fil conducteur de cet octogone. Alors, la Russie a affirmé avoir la preuve que les auteurs de l'attentat, ayant fait 143 morts près de Moscou, entretenaient des liens avec des nationalistes ukrainiens, des accusations qualifiées par Washington de propagande absurde, ça me semble logique qu'ils répondent comme ça. L'attaque qui a eu lieu la semaine dernière dans une grande salle de concert a été revendiquée par l'organisation djihadiste État islamique, dont je rappelle qu'Hamid Karzai avait dit qu'il ne savait pas faire la différence entre la CIA et lui. Mais les responsables russes disent que l'Ukraine et les Occidentaux en sont les instigateurs. Le comité d'enquête, l'organe chargé des principales investigations criminelles en Russie, a affirmé jeudi dans ce contexte avoir de nouveaux éléments prouvant selon lui une piste ukrainienne. Je rappelle tout de même que l'Ukraine, bien sûr, a démenti. Alors, mainstream versus alternatif, essayons de voir un petit peu l'opinion, par exemple, du Trends Journal. Le président Zelensky a déclaré samedi que le misérable Poutine, c'est Zelensky qui parle, hein, au lieu de traiter avec ses citoyens russes, de s'adresser à eux, est resté silencieux pendant une journée réfléchissant à la manière de l'amener en Ukraine. C'est toujours Zelensky qui parle. Poutine et ses sbires essaient simplement de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Cela s'est déjà produit. Il y a des maisons explosées, des fusillades, des explosions, et il rejette toujours la faute sur les autres, a déclaré le président Zelensky. Alors, la position de Trends en éditorial affirme depuis des années qu'il y aura une attaque majeure sous fausse bannière qui élargira considérablement la guerre, qui officialisera, selon Trends, la Troisième Guerre mondiale. Le lieutenant Douglas McGregor, le colonel Douglas McGregor, c'est une erreur. J'imagine qu'ils avaient dû vouloir dire le lieutenant-colonel. Le colonel Douglas McGregor a posté sur X: les auteurs de l'attaque terroriste en Russie se sont enfuis de Russie et se sont dirigés vers l'Ukraine, près de Belgorod, et sont directement liés aux éléments musulmans combattant au nom de l'UA. Ils sont à l'origine ISIS ou autre chose, je n'en ai aucune idée, mais il ne fait aucun doute, nous sommes sûrs qu'ils sont à l'origine d'ISIS ou autre chose, j'en ai aucune idée, mais il ne fait aucun doute que le MI6 et la CIA étaient impliqués. Ça, c'est la position du colonel McGregor qui fut conseiller de Donald Trump. Scott Ritter, ancien inspecteur en désarmement à l'ONU, a déclaré à Sputnik, qui est un média russe, il faut quand même le souligner: les preuves indiquent que l'Ukraine et la CIA sont impliquées dans l'attaque terroriste de Moscou. S'il s'agit d'une chose planifiée par l'Ukraine, ça signifie que c'est quelque chose qui a été planifié sous la direction de la CIA pour réaliser un objectif politique américain visant la défaite stratégique de la Russie. Bon, il n'y a pas de défaite. Même si j'aime bien les analyses de Scott Ritter, en ce qui me concerne, il n'y a pas de scénario possible où des attentats, même de cette ampleur, une gravité exceptionnelle, peuvent provoquer une défaite stratégique en Russie. C'est pas envisageable. Ou alors, disons que certaines personnes peuvent le penser, mais ce serait qu'elles sont nourries à leur propre propagande. Dans ce contexte, je vais sortir aussi une vidéo sur ma chaîne sur l'accident de Baltimore, où j'explorerai la piste que ce soit justement les Russes qui l'aient provoqué, puisqu'après tout, c'est tout à fait possible aujourd'hui de hacker un porte-conteneur pour le faire sans plafonner sur un pilastre. C'est physiquement possible, ça fait plus de 20 ans que c'est physiquement possible. Et en l'occurrence, bien entendu, la Russie a les capacités de faire ça. J'explorerai spécifiquement cette piste dans ma prochaine vidéo sur ma chaîne personnelle qui, comme vous le savez, est shadow-bannée. Ça veut dire que les vues sont divisées par 3 puisque YouTube la désindexe, fait qu'elle n'apparaît plus et que vous n'envoyez plus les vidéos quand vous les cherchez, ou en tout cas qu'elles n'apparaissent plus dans les premiers résultats. C'est de bonne guerre, c'est de la bonne vieille censure à l'ancienne, mais je n'en attendais pas moins bien deux. Alors, la Russie est en état de guerre en Ukraine, reconnaît le Kremlin. Ça, c'est pas anodin. Vous allez me dire, c'est de la rhétorique, qu'est-ce qu'on s'en fout, opération spéciale versus état de guerre. Bah non, parce que ça procède de l'escalade, quoi. Et ça procède d'une reconnaissance de l'escalade côté russe. L'escalade est réelle. Quand on a la Légion étrangère déployée à Odessa, quand on a une rhétorique qui, selon moi, ne touche pas seulement aux élections européennes en ce qui concerne la Macronie, mais vraiment dans l'idée de créer une sorte de délire McCarthyiste. On a vu sur certaines radios des agitateurs pro-Washington bien connus pérorer en disant qu'on était tous infiltrés par une 5e colonne russe. Et cette rhétorique McCarthyiste, d'abord, elle est évidemment aboyée par des aboyeurs professionnels, comme du bon vieux temps de McCarthy, c'était la même chose, hein, sauf qu'à l'époque, ça finissait sur la chaise électrique
Aujourd'hui, ça finit dans un name and shame plus ou moins persuasif, et Anne-Laure Bonnel en a été la victime, mais bon, aujourd'hui on voit bien vraiment, rappelez-vous toujours de la loi de Wittgenstein, quoi, quand vous pouvez mesurer une table avec un mètre, vous auriez pu aussi bien mesurer le mètre avec une table. Les aboyeurs sont mesurés par la réalité. Anne-Laure Bonnel est une vraie journaliste. Quand ils aboient contre elle, c'est eux dont il est bien démontré que ce sont des faux, que ce ne sont pas des gens sérieux. Mais cette rhétorique quand même méritait qu'on en parlât dans l'Octogone. Parce que du point de vue de l'information, c'est quelque chose d'important. La Russie est en état de guerre contre l'Ukraine, a reconnu le porte-parole du Kremlin, après avoir longtemps insisté pour présenter l'assaut contre sa voisine comme une opération spéciale et rejeter l'emploi du mot guerre, ce qui pouvait se justifier ou pas. C'est quelque chose d'intéressant. Ça pouvait se justifier si on est dans l'opposition à Poutine en Russie, dont je rappelle que c'est pas Navalny le représentant, mais des vrais hardliners bien fêlés en Russie qui auraient voulu que Moscou utilisât toute sa force conventionnelle contre l'Ukraine dès le début du conflit. Ce sont eux vraiment les leaders de l'opposition à Poutine. Ça fait froid dans le dos, mais c'est comme ça. Et évidemment, selon eux, c'est une opération spéciale. C'est pas seulement le vocabulaire de Poutine. Par rapport à ce que l'ancienne URSS, en tout cas la Fédération de Russie, mais le centre de l'ancienne URSS aurait pu déployer, c'est clair que ce n'est qu'une opération spéciale. Cependant, il n'y avait pas d'intérêt stratégique à escalader tout de suite. Je pense pas qu'il y en ait maintenant, mais je ne suis pas le responsable de la stratégie russe. Et aujourd'hui, on a une escalade de la rhétorique. D'un côté, on a eu Piotr Tolstoï, l'arrière-petit-fils, si je ne me trompe pas, de Léon Tolstoï, qui a répondu à la rhétorique ultra-guerrière de Macron. Certains médias en France ont présenté la réponse de Tolstoï comme une rhétorique ultra-guerrière en soi, mais ont trahi le journalisme ce faisant, parce qu'ils n'ont pas présenté le contexte, qui était des déclarations gravissimes de la part du président Macron, qui elle-même procédait d'une escalade. Donc évidemment, à une escalade d'un côté, en général, on répond aussi par une escalade de l'autre. Ils sont rares, les diplomates et les stratèges, qui sont favorables à la désescalade. Alors, je cite, « Nous nous trouvons en état de guerre. Oui, cela a commencé comme une opération militaire spéciale, mais dès que toute cette bande s'est formée, quand l'Occident collectif a participé à tout cela aux côtés de l'Ukraine, pour nous, c'est devenu une guerre », a indiqué Dimitri Peskov dans un entretien à Argumentie Fakti. Dans cette interview, il a également rappelé l'objectif du Kremlin de conquérir entièrement les 4 régions ukrainiennes, Kherson, Donetsk, Lugansk et Zaporizhia, dont Moscou revendique l'annexion depuis septembre 2022, la Novorossia. De jurer, alors je cite, « De jurer, c'est une opération militaire spéciale, mais de facto, cela s'est transformé en guerre », a ensuite précisé Peskov lors de sa conférence de presse quotidienne. Le Kremlin a réprimé depuis 2 ans, à coups d'amende et de peine de prison, c'est vrai qu'il faut souligner ça, l'utilisation du mot « guerre » imposant l'euphémisme officiel « opération militaire spéciale ». C'est juste de dire que c'est un euphémisme officiel, mais il y a un fond de vérité tout à fait réel dedans, puisque, encore une fois, la Fédération de Russie aurait pu débarouler d'une façon beaucoup plus agressive. D'ailleurs, ce en parlant de quoi? Toujours pour réfléchir à ce 2 poids 2 mesures de l'extrême Occident, et en l'occurrence de ces aboyeurs qui ont accablé la pauvre Anne-Laure Bonnel. Je rappelle que la stratégie officielle des États-Unis quand ils ont massacré l'Irak, c'est un massacre, on ne peut pas dire les choses autrement. Vous avez eu plus d'1 million de morts au total, et plus d'1 million de déplacés, des enfants morts aussi bien entendu, des crimes de guerre, Abu Ghraib largement démontré, et Wikileaks aussi. Mais je rappelle qu'en 2003, la stratégie officielle était le choc et l'effroi. Shock and awe. Ça, c'est gravissime parce que d'un côté, on a certains carterons de McCarthyistes qui a vraiment défendu le choc et effroi. C'est très bien quand George Bush et son administration déclarent qu'ils vont provoquer le choc et l'effroi en Irak, comme antérieurement le père Bush avait parlé de réduire l'Irak à l'âge de pierre. C'était bien. C'était ça c'était bien, c'était la démocratie, c'était Operation Iraqi Freedom, ça devait s'appeler Iraqi Liberation, mais ça aurait éplé le mot oil, donc c'eût été malvenu, mais bon, à l'époque c'était cool. Je veux dire, une vraie guerre avec des vrais moyens de bonhomme, de la bombe à sous-munitions, de l'uranium appauvri, des embargos qui tuent des centaines de milliers d'enfants. Et Madeleine Albright avait dit que si c'était à refaire, elle le referait. Ça, c'était pendant la première guerre du Golfe et l'embargo qui a suivi. Bon, tout ça, c'était bien. Tout ça, c'était bien. Et c'est vrai que l'opération en Irak
la guerre d'Irak en 2003 n'était clairement pas une opération spéciale. En comparaison, ce que fait la Russie en Ukraine est une opération spéciale. D'ailleurs, le nombre de morts le démontre, puisque on a eu plus de morts à Gaza en 3 mois même 2 fois plus de morts civiles à Gaza en 3 mois que dans toute l'opération ukrainienne en 2 ans. Donc bon, en effet, c'est un euphémisme officiel dans le sens où il est sanctionné d'une amende de le contredire. Donc il faut reconnaître que de ce point de vue-là, c'est un terme officiel. Mais en même temps, il a une réalité militaire tout à fait tangible. Sur Telegram, l'analyste russe Tatiana Stanovaya a néanmoins estimé vendredi que l'emploi officiel du terme par le Kremlin illustrait le passage d'une frontière psychologique pour l'élite politique de la population. Oui, c'était sur Telegram, je précise en passant que j'ai pas de canal Telegram et que toute personne qui utilise ma tronche pour vendre des crypto-monnaies sur Telegram est juste un escroc. Il n'y a pas d'exception, c'est juste de l'escroquerie. Si jamais vous voyez ma tronche sur Telegram pour vendre des cryptos, c'est de l'escroquerie. Point. Je ferme cette parenthèse. Le président Poutine, récemment réélu avec un score de 87% à la Jacques Chirac, lors d'une présidentielle sans opposition, est-il décrit dans cette dépêche, a juré de conduire son pays à la victoire contre Kiev et l'Occident dans une confrontation qu'il présente comme existentielle. Bon, c'est assez vrai qu'elle est existentielle. Quant à la victoire contre Kiev, aujourd'hui, c'est plié, quoi. Alors, maintenant, dans le contexte du maccarthisme ambiant et d'une tentative de museler toute opposition, on avait le terrorisme intellectuel avant, donc c'était bien sûr le terme complotiste, entre autres. Pas seulement, vous aviez anti-vax, anti-science, enfin, les épithètes sont gratuits, ça se fabrique facilement, c'est comme la planche à billets, vous avez la planche à épithètes. Eh bien, maintenant, vous avez le maccartiste, donc après le anti-vax, le complotiste, vous avez le pro-russe, ou le relais du Kremlin, ou la chambre d'écho du Kremlin, tout ce vocabulaire qui vient directement de Washington et qui est là pour littéralement égorger la démocratie, parce que c'est ça qu'on voit. Un égorgement de la démocratie, un égorgement de l'opposition. Avant, on avait une opposition démocratique qui avait tout à fait le droit d'exprimer les faits contradictoires à Washington. Même pendant la guerre froide, c'était possible. La Suisse avait la Pravda. Il était possible de se procurer la Pravda dans un kiosque à Lausanne sans aucun problème. Bon, aujourd'hui, on prépare un maccarthisme brutal, on prépare un égorgement des démocraties avec des agents qui détestent la démocratie fondamentalement et qui le démontrent jour après jour par leur péroraison et qui vont maintenant étiqueter tout contradicteur ou bien toute personne qui aurait le malheur de décrire les faits en Ukraine, bien entendu de l'épithète pro-russe, comme il y avait avant l'épithète anti-vax, comme il y avait avant l'épithète pro-terroriste, que sais-je, parce que je vous le rappelle, quand vous étiez contre la guerre en Irak que ces imbéciles avaient promu, et de ce point de vue-là, ils ont promu des crimes de guerre, soyons très très clairs, eh bien, vous étiez aussi pro-terrorisme. Alors, dans ce contexte, la République tchèque prétend avoir démasqué un réseau d'influence russe. Et oui, vous allez voir se multiplier les réseaux d'influence russe. Je cite la dépêche. Ce groupe s'employait à mener des opérations et des activités sur le territoire de l'UE destinées à nuire à l'intégrité territoriale, à la souveraineté et à l'indépendance de l'Ukraine, a ajouté le Premier ministre devant les journalistes. C'est vrai que les États-Unis, par contre, n'ont jamais mené la moindre campagne pour nuire à l'intégrité territoriale d'un pays. Ça n'est jamais arrivé, que ce soit la Libye, l'Irak ou bien tous les pays d'Amérique du Sud. Non, ça n'est jamais arrivé, tenez-le-vous pour dit. De toute façon, c'est un petit peu comme avant le Centre de documentation extérieure et de contre-espionnage. Vous savez, c'était le nom des services secrets français avant la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité et de la Sûreté Extérieure. Eh bien, le SDEC, c'était le service de documentation extérieure et de contre-espionnage. Bah oui, parce que ce sont les autres qui espionnent, nous on se documente. Donc, comme l'avait rappelé Desproges, l'ennemi est bête, il croit que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui. Je rappelle qu'il n'y a que les Russes qui complotent, qui fomentent et qui influencent, et que les États-Unis ne complotent, ne fomentent pas et n'influencent jamais. Tenez-le-vous pour dit. L'UE va soumettre un plan pour saisir au profit de Kiev les revenus des avoirs russes gelés. Oui, ça aussi, c'est une escalade significative. D'autant que ça va évidemment avoir des conséquences. Enfin, à chaque fois médiatiquement, on oublie de présenter les effets, les conséquences. Quand Bruno Le Maire, que d'aucuns appellent le bulot maintenant, même au sein de la Macronie, c'est pas peu dire, eh bien, disait qu'il allait provoquer l'effondrement de l'économie russe, laquelle fait du 4% de croissance ce trimestre. Eh bien, personne n'avait souligné dans la presse milliardaire les conséquences sur les prix du chauffage, sur les faillites, les dépôts de bilan, les procédures de mise sous sauvegarde d'entreprise. Personne n'avait fait ce travail journalistique-là important, de dire en fait,
quand vous avez un Bruno Le Maire qui, comme Goebbels, vous demande « Voulez-vous la guerre totale ?» C'était le fameux discours de Goebbels au Sportspalats. Voulez-vous la guerre totale ?» Puis évidemment, tous les sympathisants nazis étaient là « Oui, oui, on veut la guerre totale. » Et bien quand on a un Bruno Le Maire qui nous dit la version moderne de « Voulez-vous la guerre totale ?» Peut-être que maintenant c'est Emmanuel Macron qui la prononce avec l'escalade face à la Russie. Eh bien, les conséquences ne sont pas indiquées. C'est-à-dire que le fait que les Allemands allaient devoir s'enfermer dans des clapiers à lapin en suçant des clous rouillés pendant quelques mois et voir leur pays dévasté et une partie de leur population se suicider en pleine rue à Berlin, c'était pas dit dans les conditions générales de vente, du discours du Sportspalats de Goebbels. Et bien là, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que quand on parle des milliers de trains de sanctions contre la Russie, littéralement des milliers, on ne parle pas des conséquences. On ne parle pas de l'économie allemande qui est en ruine et qui aujourd'hui doit exporter ses usines aux États-Unis, Paris gagné. Ça, c'est pas de l'influence américaine, rassurez-vous. Tout ça, même quand Edward Snowden avait démontré que les chefs d'État européens étaient espionnés illégalement par la NSA, c'était pas de l'influence. Non, non. D'ailleurs, quand Snowden avait révélé tout ça, vous n'avez eu aucune dépêche de presse qui a dit les services secrets ont démantelé un réseau d'influence américain. Non, bien sûr que non. Non. Par contre, quand vous avez une pauvre radio qui parle de la situation en Ukraine, là, ça devient un réseau d'influence russe. Donc, je lis la dépêche. L'Union européenne va présenter un plan visant à saisir les revenus générés par les avoirs russes gelés après l'invasion de l'Ukraine, afin de financer l'achat d'armes en faveur de Kiev. C'est totalement illégal. A indiqué le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, pour lequel vous n'avez jamais voté, ça va de soi. Une proposition sera mise sur la table mercredi, à la veille d'un sommet des 27, a précisé Borrell devant quelques journalistes à Bruxelles. La saisie des revenus produits par ces avoirs, qui représentent près de 200 milliards d'euros dans l'UE, devrait permettre de dégager 3 milliards d'euros par an, dont la plus grande partie irait au financement d'achats d'armes à l'Ukraine. Oui, si la guerre se prolonge, 3 milliards d'euros par an, ça veut dire que vous supposez que la guerre va se prolonger 2-3 années supplémentaires. Si c'est 200 milliards que vous soulevez, ça veut dire que vous subodorez tout de même que la guerre va se prolonger un peu plus longtemps que ça, donc de l'ordre de 70 ans, bon courage, 60 ans. Mais c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'il va y avoir évidemment des contre-sanctions russes et que dans la position du rapport de force en Union européenne, je ne pense pas une seule seconde que les pays de l'Union européenne en sortent gagnants. Ah là là. Alors, 1 milliard de repas gaspillés par jour dans le monde selon l'ONU, c'est d'autant plus intéressant quand on connaît la situation à Gaza. C'est vrai que j'ai voulu faire je demandais spécifiquement quand on me faisait le curating des dépêches à me faire un peu plus d'humanitaire. Et en effet, toutes ces questions de gaspillage pourraient être intéressantes. Je voudrais préparer une conférence là-dessus, sur ces questions-là. Parce que oui, aujourd'hui, l'économie bleue aurait pu être appliquée. On a tout un tas d'exemples. Vous avez les fermes de mouches au Bénin, par exemple, qui sont très intéressantes. On utilise des déchets alimentaires pour cultiver des larves de mouches dont on va nourrir des poulets ensuite. Donc ça nous permet d'avoir des protéines à partir de déchets organiques. À Taïwan, évidemment, ils vont nourrir des porcs avec. Les porcs et les poules étant les deux animaux qui mangent à peu près tout dans les déchets organiques. C'est pour ça qu'on les élevait. Et j'aimerais préparer un sujet là-dessus. Revenons un petit peu à la politique internationale. Sommet tendu entre la Chine et les Pays-Bas au sujet des semi-conducteurs. Ça, c'est fascinant parce que vous avez une société des Pays-Bas qui possède les machines qui peuvent faire la photolithographie. C'est une société systémique, je crois que c'est ASML, je crois qu'elle s'appelle. Ça m'étonne, elle est tellement systémique que ça m'étonne que les Américains ne l'aient pas encore attrapé, lui aient pas encore mis la main dessus, mais ça ne saurait tarder s'ils ont attrapé la TECOR, la division turbine d'Alstom, etc. Imaginez bien que pour ASML, ça va arriver aussi parce que c'est une société beaucoup trop systémique pour que les Américains n'en contrôlent pas la production. Et en effet, dans les cadres de sanctions contre la Chine, ASML la Chine travaille énormément à ses produits de substitution. Il faut se rappeler que géopolitiquement, la Chine est dans la même position que l'Allemagne avant la Première Guerre mondiale. C'est ça d'ailleurs le fameux piège de Thucydide actualisé entre les États-Unis et j'allais dire Berlin, lapsus révélateur, et Pékin. Bien sûr, le piège de Thucydide, c'était dans le cas de l'hégémonie grecque entre Sparte, de l'hégémonie dans l'Attique et le Péloponnèse entre Sparte et Athènes, et puis plus tard Thèbes. Mais là, évidemment, on a eu un piège de Thucydide qui a mené à la Première Guerre mondiale parce que l'Allemagne
était en train de s'industrialiser et était un concurrent très sérieux à l'industrie anglaise et française, et qu'elle était en train de se procurer du pétrole avec la fameuse Bagdad Ban, la voie de chemin de fer Berlin-Bagdad, Bagdad étant sous contrôle ottoman à l'époque. Et ça a mené à la guerre parce qu'on n'avait pas d'armes de destruction massive à l'époque, sauf si on considère 17 millions de morts comme pas massifs, mais en tout cas ils ont été faits sur 4 ans. On n'avait pas de bombes atomiques. Et ce piège de Thucydide nous a mené à une confrontation. Aujourd'hui, la seule chose qui nous empêche d'avoir une confrontation, c'est l'arme nucléaire. Dans le nouveau piège de Thucydide, d'une part entre Washington et Moscou, d'autre part entre Pékin et Washington. Entre Washington et Moscou, bien sûr, la question de l'hégémonie, c'est sur l'Europe. Donc c'est pour ça que, par exemple, une radio plus ou moins libre à Prague, ça devient un réseau d'influence russe, alors que des médias ou des agents d'influence qui pérorent, qui reprennent, qui sont la chambre d'écho du point de vue de Washington, ça, c'est pas de l'influence américaine, c'est juste normal, c'est juste la démocratie, le bien, le bonheur et la santé. Mais pour l'instant, l'hégémonie en discussion, c'est bien sûr l'ère européenne, puisque l'Europe ne parvient pas à décider de son propre destin. Soit elle est dans la main des Américains, soit elle serait, selon cette analyse, dans la main des Russes. Mais elle ne pourrait pas être dans sa propre main. Les nations européennes n'ont pas l'air de vouloir être dans leur propre main. Évidemment, sous leadership français, ça aurait pu s'envisager, mais il n'y a pas de leadership français. Pour ça, il eût fallu, comme disait De Gaulle, qu'il y eût un État et qu'il y eût un chef. Quand il parlait de Lebrun pendant 1940, il eût fallu qu'il y ait une France et qu'il y eût un leadership français. Il n'y a ni l'un ni l'autre aujourd'hui. Alors, je lis la dépêche. Les semi-conducteurs et l'Ukraine ont été au cœur d'un sommet tendu à Pékin, en effet, entre Xi Jinping qui a affirmé que personne ne pourrait arrêter son pays. Oui, d'ailleurs, ils font énormément de produits de substitution. C'est là-dessus que je voulais en venir quand je disais que la Chine était dans la même position que l'Allemagne. L'Allemagne avait considérablement investi dans les ersatz. Alors j'imagine qu'en allemand ça se dit Ersatzen du coup, dans les ersatz de tout. Par exemple, avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était une des raisons de l'annexion des Sudètes, c'était la production de pétrole à partir de charbon brun. Et bien sûr, après, vous aviez eu tout un tas d'autres ersatz. Mais du coup, les V2 par exemple, c'était le développement des roquettes. C'était parce que le traité de Versailles imposait d'avoir une certaine retenue sur les pièces d'artillerie, donc c'était un moyen de le contourner. Et ça a eu des conséquences très importantes en effet, donc qui ont mené au programme aérospatial américain, puisque c'est Werner von Braun, le père des programmes V1 et V2, qui a été recruté par les Américains et blanchi, alors qu'il avait employé, comme le papa de Klaus Schwab, de la main-d'œuvre concentrationnaire. Donc, dans le cadre du fait que la Chine peut être comparée à l'Allemagne aujourd'hui, ils sont en train de développer des moyens de substitution pour la production de semi-conducteurs avec des puces optiques. Sur le plan de l'IA aussi, on a vu aujourd'hui le hardware être complètement bouleversé. Je voulais faire une parenthèse là-dessus, mais vous avez Grok à ne pas confondre avec Grok avec un K. Donc Grok avec un K, c'est l'intelligence artificielle d'Elon Musk, qu'il a déployée donc, pour contrer ChatGPT, dont il considère qu'il l'a trahi. D'ailleurs, il lui fait un procès pour ça. Et Grok avec un Q pour graphe, mais dans les deux cas, ça reste une référence à des romans. C'est un nouveau matériel qui est conçu en fait pour faire tourner des IA, pour faire tourner des réseaux de neurones. Et autant, avant on avait les cartes graphiques, et Nvidia est devenue très riche grâce à ça, en bourse, parce que Nvidia avait déployé ces cartes graphiques qui ont plein de cœurs programmables avec le standard CUDA que Nvidia a développé lui-même. Et c'était le meilleur hardware. Bon, il y a eu pour le minage de crypto-monnaies, mais Nvidia a parfaitement compris que ce serait une tendance. Mais ensuite, bien sûr, vous aviez l'IA, qui, elle, est structurelle, systémique, et va durer pour le siècle. Alors, le hardware de Nvidia était le meilleur pour l'IA, mais maintenant, mais il n'avait pas été conçu pour ça. Il y avait des cœurs programmables, c'était utile de les exploiter pour ça, mais les cœurs individuellement programmables, au départ, c'était pour le calcul vectoriel en 3D. Simplement, les puces Nvidia faisaient très bien le job, enfin les cartes graphiques en général, mais Grok avec un Q a décidé d'aller plus loin et de faire du matériel entièrement dédié à l'IA. Et là, ça explose tout. Là, vous avez des IA qui tournent à 200, 300 tokens par seconde, et même plus, je crois que maintenant, ChatGPT, quand vous êtes sur votre PC, ça doit tourner à 20 tokens seconde dans ces eaux-là. Bon.
Et c'est ce hardware de Grok qui le permet. En fait, la Chine est dessus aussi. Elle n'a pas d'action chez Grok, évidemment. Les États-Unis vont jamais la laisser investir sur Grok. Mais la Chine fait de la recherche et développement dans cette direction. D'une part, dans des composants qui pourront transcender les composants actuels, soit par de l'optique, soit avec des architectures qui sont intrinsèquement adaptées aux IA. Un peu comme vous aviez les ASIC dans le minage du Bitcoin, les Antminer, etc. Donc la Chine est en train en fait de mener la plus grosse campagne de substitution technologique de l'histoire de l'humanité. C'est sa campagne de noopolitique, la géopolitique de la connaissance. La Chine en fait pratique la noopolitique depuis qu'elle est sortie de la sweatshop economy dans les années 90. À partir de 95 à 2005, la Chine s'engage dans une noopolitique très massive avec la volonté de passer de Made in China à Innovated in China. Et c'est le cas. On le voit avec les voitures électriques qui sont en train de concurrencer Tesla aujourd'hui. On le voit bien sûr avec la téléphonie mobile, etc. Mais on le voit aussi avec les avions. On le voit aussi avec, certes, l'aviation civile, l'aviation militaire, les drones et maintenant les semi-conducteurs. Et il faut toujours se rappeler ce rythme, en fait, qui était bien caricaturé, mais correctement dans Retour vers le futur. On voit Marty McFly qui va dans le passé, dans les années 50, et le Doc Brown s'amuse en disant « mais pas étonnant que ça ait foiré sur ce composant, il y avait marqué Made in Japan », parce que dans les années 50, le Made in Japan était considéré comme peu qualitatif. Pareil pour le Made in Germany, au passage, qui avait été une obligation d'estampillage par les manufactures britanniques, parce que le Made in Germany était peu cher et considéré comme de mauvaise qualité. Et oui, on a complètement oublié ça. Maintenant, le Made in Germany a été remplacé par le Deutsche Qualität. Mais en fait, c'est la même chose pour le Made in Japan, qui aujourd'hui est considéré comme qualitatif. J'enregistre par exemple cet octogone sur un Fuji, que j'aime beaucoup, c'est du vraiment très bon matériel. Je ne leur fais pas de la pub, je ne suis pas payé par eux, mais c'est de très loin ma marque d'appareil photo préférée. Avant, je tournais au Leica, pour vous dire. Hasselblad, tiens, Hasselblad a été racheté par les Chinois. Donc en fait, la perspective que le Made in China devienne comme le Made in Japan est tout à fait sérieuse. Et c'est la direction qui est en train d'être prise. Donc aujourd'hui, ça nous paraît encore relativement peu plausible d'avoir un Made in China qui soit considéré même comme du luxe, ne serait-ce que parce que les Chinois eux-mêmes n'achètent pas du Made in China pour l'instant. Donc quand ils se feront confiance à eux-mêmes, ça viendra. Ils se le font bien sûr pour les fournitures militaires et certaines fournitures civiles, encore une fois comme les avions de ligne ou les voitures. Mais pour l'instant, pour un Chinois moyen, le synonyme de premium, ça reste pas le Made in China. Même si vous avez eu des marques de luxe, Hermès avait tenté un truc, je crois que ça s'appelait Shangxia, si ma mémoire est bonne, une marque de luxe faite en Chine, parce qu'en fait la Chine a toujours été le pays du luxe par le passé. La porcelaine, le jade, la soie, le papier, etc. Enfin, les feux d'artifice chinois. La Chine, c'était le pays du luxe. C'était les pays européens qui produisaient leurs ersatz, comme la manufacture de Sèvres, par exemple, en France. Et c'était une bonne chose, d'ailleurs. Comme quoi, le colbertisme, dont aujourd'hui on se rit, on se gausse lourdement, en fait, peut avoir des bons côtés. D'ailleurs, la Chine est totalement colbertiste aujourd'hui, puisqu'elle organise la substitution de ses imports. Et donc, les semi-conducteurs sont un exemple. Alors, je continue la dépêche. Les micropuces et l'Ukraine font l'objet d'un bras de fer géopolitique entre les Occidentaux et la Chine. Les États-Unis et plusieurs pays européens ont décidé de bloquer les exportations de technologies avancées dans les semi-conducteurs vers la Chine par crainte de son utilisation à des fins militaires. Ils reprochent en outre à Pékin de refuser de condamner Moscou depuis l'invasion de son voisin, ce qui ne souffre aucun reproche puisque la Chine est un pays souverain et qu'elle fait ce qu'elle veut. Tiens, si la Chine avait demandé à des pays de condamner l'invasion criminels de l'Irak, je me demande comment ils auraient réagi, et pourtant ce fut bien une invasion imposée à l'ONU criminellement. Les Pays-Bas se sont récemment joints aux États-Unis et au Japon pour imposer des limites à l'exportation concernant les équipements de pointe de fabrication de puces. Or, le président chinois fait valoir au Premier ministre néerlandais que ces efforts étaient vains, car les progrès technologiques de la Chine ne pourraient pas être freinés. Je ne suis pas particulièrement pro-Xi Jinping, mais je dois reconnaître qu'il a tout à fait raison. C'est-à-dire que la capacité de substitution de la Chine aujourd'hui, il faut se rendre compte un peu de ce que c'est avec la Chine. La Chine produit plus à plus de docteurs que certains pays européens n'ont d'habitants. Enfin, c'est quand même un truc. Je crois qu'il y a plus de docteurs en Suisse qu'il n'y a de. Enfin, non, lapsus, qu'il y a. Donc, il y a plus de docteurs en Chine qu'il y a de Suisses, par exemple, ou d'Autrichiens, ou de Norvégiens.
Donc oui, si la Suisse a des capacités technologiques réelles, bah, la Chine aura des capacités technologiques réelles aussi. Et donc c'est en effet absolument peine perdue. Par contre, ça va avoir un impact majeur sur l'économie européenne. Hautement stratégique, les microprocesseurs sont essentiels à la production d'une multitude d'appareils électroniques. En octobre, Washington avait annoncé des restrictions supplémentaires sur les exportations de puces d'IA de pointe vers la Chine. C'est pour ça que je pensais à Grok, suscitant la fureur de Pékin. Citant des sources anonymes, l'agence de presse financière Bloomberg avait rapporté que des responsables américains avaient contacté le gouvernement néerlandais et ASML, voilà, ça s'appelle bien ASML, à la fin de l'année dernière pour tenter de bloquer des expéditions. ASML reste une boîte absolument superbe. Mais en effet, il ne faut pas sous-estimer la capacité des Chinois à la substituer parce que c'est quelque chose qui est dans l'histoire de la Chine inévitable, puisque la Chine a été la superpuissance technologique du monde pendant la majorité de l'histoire des civilisations. Point barre. Enfin, je veux dire, c'est aussi simple que ça. C'était le pays le plus innovant. Et les seuls espaces qui ont rivalisé avant l'avènement de la révolution industrielle, qui a été le passage de flambeau, mais avant la révolution industrielle, les rares espaces géographiques qui pouvaient rivaliser avec la Chine au regard de l'innovation, c'était l'Inde et le monde arabe. Donc, bon, c'est quelque chose, que la Chine investisse dans la néopolitique, c'est quelque chose d'inévitable et de naturel. Et comme bien sûr la Chine réfléchit toujours à Milan, j'aimerais bien que nos chefs d'État en fissent autant, mais c'est pas le cas. Rappelez-vous qu'on ne dit pas vive la Chine en chinois, on dit Zhongguo Wanshui. Donc la Chine pour 10 000 ans, Wanshui étant le cousin de Banzai. Banzai en japonais ça veut dire 10 000 ans. Donc la Chine pour 10 000 ans. Alors en effet, un petit boycott par-ci, un truc par-là, ça va pas aller bien loin. Dans ce contexte, il y avait quand même la pression qui est mise à TikTok aux États-Unis. Je suis favorable à cette pression, pour être tout à fait honnête, mais je dois reconnaître aussi d'où elle vient. Elle vient d'un consensus entre les Républicains et l'AIPAC, qui peuvent de cette manière, bon, l'AIPAC évidemment censurer l'opposition à la guerre à Gaza, mais pour les Républicains, ça fait une plateforme, ça fait quelque chose qui a trait à la souveraineté. Et c'est vrai que d'une façon générale, même si TikTok déclare, alors les démocrates sont prompts, mais non, pas du tout, TikTok est une entreprise singapourienne. Non, TikTok est sous contrôle chinois, même si son président est singapourien, même si c'est une société singapourienne, TikTok est évidemment sous un contrôle étroit de Pékin. Et ça, tout de même, la commission qui est en train de l'examiner l'a parfaitement compris. Mais il faut reconnaître qu'il y a bien sûr la pression de l'AIPAC derrière cette pression mise sur TikTok. Mais dans ce contexte-là, la Chine est encore moins contente de la situation et va tôt ou tard rétorquer. Alors, ça peut aller très loin du côté chinois et ça peut faire très mal. Je rappelle que pour Apple, par exemple, la Chine est considérée comme un continent à part entière. Vous n'avez pas d'habitude, vous savez, EMEA, Europe, Middle East, Africa, et puis vous avez la zone Asie, la grande zone Asie, et puis en fait, pour Apple, la Chine est un continent distinct. Bon, bah la Chine, dans un cas extrême, pourrait interdire Apple. Point. Ça ferait extrêmement mal, mais c'est quelque chose qui avait été envisagé quand Donald Trump avait agi contre Huawei. Et la Chine pourrait tout simplement interdire Apple. Après tout, elle a interdit Google. Donc c'est pas quelque chose de fondamentalement compliqué, même si les téléphones Android continuent à exister en Chine. Je veux dire, dans le bras de fer, il ne faut pas sous-estimer les capacités de rétorsion qu'a la Chine. Alors le pire, ce serait aussi pour Tesla, bien sûr, pour qui la Chine est un énorme marché, même si la compétition est de plus en plus enragée sur les véhicules électriques en Chine. Ça pourrait faire très mal à l'économie américaine, parce que autant Apple produit peu aux États-Unis, ils produisent un peu. Ils font les Mac Pro, etc. Ça, c'est produit aux États-Unis. Mais autant Tesla produit aux États-Unis, produit aussi en Chine. C'est bien pour ça d'ailleurs que la Chine ne les a pas interdits, parce qu'ils ont des usines en Chine. Mais bon, si jamais les choses devenaient un peu trop graves, ils pourraient tout à fait confisquer les usines de Tesla en Chine. C'est pas quelque chose d'inenvisageable. Donc voilà, dans ce contexte-là, la pression qui est mise sur TikTok aussi devait être analysée de ce point de vue-là. D'une façon générale, je suis tout à fait, impressionné par la néopolitique chinoise et je pense qu'elle va aller beaucoup plus loin que ce qu'on pensera et que les générations qui viennent vraiment vont reconnaître le Made in China comme quelque chose d'extrêmement précis et comparable au Deutsche Qualität à mesure que l'Europe continue sa désindustrialisation.
on a une Chine qui continue, elle, son industrialisation à outrance. Et je vais terminer donc la version YouTube non censurée de l'Octogone là-dessus. Pour le reste, merci de nous suivre chez Scandaria. Je mettrai davantage de contenu aussi entièrement gratuit chez Scandaria. Moi, ça me fait très plaisir de faire ça. Simplement, ça me permet, en le mettant sur Scandaria, d'avoir aucun problème de censure, puisque là, je vous ai parlé du McCarthyisme tout à l'heure. Le terrorisme intellectuel bat son plein, et dans le cas de Google, on voit bien que la censure sur YouTube est en train de monter en puissance. Donc, je suis content de pouvoir multiplier comme ça les sources médiatiques. Merci d'avoir suivi cet octogone. Concernant bien sûr les autres grandes actualités, l'attaque israélienne de toute évidence sur les intérêts iraniens en Syrie, l'effondrement donc du pont de Baltimore et l'escalade en Ukraine, ainsi que d'autres événements plus sombres. Tout ça, on en parlera donc dans une vidéo que je ferai sur ma chaîne tout de même YouTube.